VOA Afrique. Bonjour à tous. Donald Trump est le nouveau président des États-Unis, investi depuis moins d'une semaine et déjà plusieurs décisions qui tournent le dos à la politique de l'administration Obama. L'ancien homme d'affaires a signé plusieurs décrets, dont l'un qui freine l'application de la réforme Obamacare. Il s'est ensuite attaqué au traité transpacifique. Il a annoncé le gel des embauches des fonctionnaires et lancé la bataille du mur, un début de mandat marqué par des mesures chocs qui font polémique. Au lendemain de son investiture, plusieurs milliers de femmes ont marché dans les rues pour dire leur mécontentement. À quel point la société américaine est-elle divisée? Jusqu'où ira Donald Trump dans sa rupture? Et quelles conséquences sur les plans national et international? C'est tout de suite dans le Washington Forum. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Washington Forum. Les caméras du monde entier ont été braquées sur l'esplanade du Capitole vendredi dernier pour assister à l'investiture du 45e président des États-Unis. Donald Trump a prêté serment sur la Bible pour servir le pays pendant les 4 années à venir. Puis il a prononcé son premier discours, un discours qui avait des accents populistes puisqu'il a promis, et à plusieurs reprises, de rendre l'Amérique aux Américains. Depuis, l'agenda du nouveau président a été chargé. Trump a imposé la rupture avec son prédécesseur au pas de charge. Il a signé une série de textes et pris des mesures qui traduisent en actes le slogan de sa campagne « L'Amérique d'abord ». Arzouma Compaoré. Le tout premier décret annule Obamacare, la loi sur les soins abordables de l'ex-président Obama. M. Trump a autorisé les chefs d'agence à renoncer aux exigences de cette loi dans la mesure maximale permise par la loi. Le deuxième décret visait à geler tout nouveau règlement en cours, mais pas encore approuvé, ce qui a du même coup bloqué tout règlement signé par l'ancien président Obama durant sa dernière semaine, notamment ceux sur les standards d'efficacité énergétique. Le président Trump a aussi décrété que l'argent du gouvernement fédéral n'irait pas aux organisations offrant des services d'avortement. Il a retiré les États-Unis du partenariat transpacifique et de la signature de l'accord commercial. Le président Trump a ensuite gelé le recrutement fédéral, interdisant aux agences de combler les postes vacants et d'ouvrir de nouveaux postes, à 2 exceptions près, le personnel militaire et les postes critiques de sécurité publique. En outre, M. Trump a ordonné l'accélération de l'approbation du Dakota Access et de Keystone Oil Pipelines, invitant TransCanada à soumettre de nouveau sa demande de permis de pipeline. Il a par ailleurs ordonné au département d'État de rendre une décision finale sur cette demande dans les 60 jours. Donald Trump a également ordonné aux agences gouvernementales et au Conseil sur la qualité de l'environnement de la Maison-Blanche de travailler ensemble pour mettre en place des délais plus rapides et une approbation environnementale pour les projets d'infrastructure à haute priorité. Il a demandé au secrétaire du Commerce de mettre au point un plan visant à s'assurer que les pipelines construits ou réparés aux États-Unis soient construits avec des matériaux fabriqués aux États-Unis dans la mesure du possible. Le secrétaire au commerce devra examiner les règlements pour les fabricants américains dans le but de trouver des moyens d'accélérer les permis et tous les processus fédéraux pour eux. Mais 2 ordonnances retiennent le plus l'attention. La première prévoit la construction d'un mur le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et la deuxième implique diverses dispositions relatives à l'application des lois sur l'immigration, y compris la retenue des subventions fédérales des villes sanctuaires. Et pour parler de cette première semaine du nouveau président, nous avons avec nous sur ce plateau Brett Bruen. Il est président de la Global Situation Room à Washington. Nous avons également René Lake, qui est analyste politique. Et avec nous, par téléphone, Dr Marilyn Sefok, professeur à Howard University. Merci à tous d'être avec nous. Alors avant de parler de cette première semaine du président Donald Trump, je voudrais revenir sur la cérémonie d'investiture. René Lake, vos impressions sur cette cérémonie?
Écoutez, je crois que les supporters de Donald Trump devaient être ravis parce qu'ils ont entendu un Donald Trump très offensif, voire même assez agressif, mais qui, au fond, son discours était allé en droite ligne avec le discours qu'il a tenu pendant la campagne. Donc je crois que c'est le Donald Trump que les supporters de Donald Trump apprécient, qu'ils ont vu. Bien entendu, par ailleurs, une bonne partie de l'Amérique qui ne l'a pas soutenu, puisqu'en plus de ça, il a perdu le vote populaire à peu près à 3 millions de voix, ont été plutôt inquiets. Ils ont entendu un populiste s'exprimer et ça avait un petit relent d'autocratisme que l'on a connu au milieu du siècle dernier et que l'on connaît encore dans certains coins à travers le monde. Alors, Brett Bruen, beaucoup ont qualifié ce premier discours de populiste, mais populiste n'est pas vraiment un gros mot ici aux États-Unis. Vous le savez, les premiers mots de la Constitution, we the people, nous, le peuple. Mais au-delà du choix des mots, est-ce à votre avis est-ce à votre avis de la poudre aux yeux ou est-ce réellement des promesses réelles? Je crois que nous avons vu d'évidence que le président Trump va faire exactement ce que le candidat Trump a promis. Et vraiment, ici aux États-Unis et ailleurs dans le monde, les gens qui préfèrent la diplomatie, qui préfèrent un engagement avec le peuple, sont préoccupés parce qu'on ne sait pas quel ordre va arriver demain. Parce que vraiment, au lieu de même avoir des consultations avec le Congrès, avec les différents ministères, il décide, son équipe de 4 à 5 personnes dans la Maison-Blanche décide ces choses assez rapidement. Mais n'est-ce pas là une tradition? Parce que je me rappelle aussi du temps d'Obama, la première semaine, il y a eu une série de décisions et executive orders. Donc... Mais il y a une différence importante avec le cas d'Obama. Il a fait des recherches, il a fait des consultations, il a fait des préparations pour que le moment auquel il a pris cette décision, tout le monde était au courant, tout le monde a partagé leur avis. Alors cette semaine, on l'a vu dans le reportage d'Arzona Compaoré, a été marquée par une série de décisions et de décrets. Comment interpréter ces décrets et quelle est leur valeur exécutive? Docteur Seffolk, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, je répète la question. Quelle est la valeur exactement de ces décrets et leur valeur exécutive? Ce sont des décrets qui ont un pouvoir, qui auront une incidence sur la vie d'un certain nombre de personnes. Je pense en particulier aux décrets sur l'immigration, à la construction du mur. Toutefois, donc ce seront des décrets qui vont satisfaire les partisans de Trump. Toutefois, on se demande si ces décrets vont changer énormément la vie des partisans de Trump eux-mêmes, parce que, par exemple, les emplois qui seront ôtés à certains immigrants n'iront pas forcément aux Américains, puisque ce ne sont pas forcément les Américains ne portent pas forcément leur choix sur la cueillette de fruits, par exemple. Alors vous en avez parlé, ce décret sur l'immigration, l'une des décisions de Trump, le lancement immédiat de la construction du mur, promis durant sa campagne et plébiscité par ses supporters. Il a également édicté des sanctions financières contre des villes sanctuaires, qu'on appelle les villes sanctuaires, qui refusent d'assister le gouvernement fédéral dans la chasse aux illégaux. René Lake, oui. On n'y croyait pas vraiment à cette histoire de mur et pourtant, nous voilà aujourd'hui, il a pris la décision, il a tenu ses promesses. Oui, il a tenu sa promesse, en tout cas, au moins en apparence, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une chose que de sortir un décret et de faire beaucoup de publicité et de marketing autour de la promulgation de ce décret. C'en est une autre que d'avoir les fonds pour pouvoir d'abord le financer, ce qui n'est pas parti gagné, parce que, comme vous savez, même dans le camp des Républicains, il n'y a pas d'unanimité sur cette question-là. Et c'est encore une autre chose que de le construire. Maintenant, est-ce que ça va être juste symbolique? Je pense qu'il va effectivement construire une partie du mur, mais on parle ici de 2000 miles, c'est quoi, 3000 kilomètres, pour arriver à une telle distance, les coûts sont énormes. Voilà,
La réaction des Américains en général ne s'est pas fait attendre. On a eu plusieurs manifestations à travers le pays sur cette histoire de mur. Et l'argument Trump, un pays sans frontières, et il l'a martelé à plusieurs reprises pendant sa campagne, un pays sans frontières n'est pas un pays. Brett Bruen, qu'est-ce que vous en pensez? Mais le problème avec cet argument, c'est que l'immigration illégale, surtout du Mexique, s'est baissée dans les années récentes. Alors le danger n'est pas là. Et en fait, la construction de ce mur qui va coûter cher n'est pas vraiment la priorité pour la sécurité de notre pays. Et pourtant, plusieurs personnes, et on le sait, ceux qui ont voté pour Trump ont voté pour lui pour cette raison particulière. C'est vrai, parce que c'est une bonne stratégie de communication. Il a créé dans la tête d'une certaine partie du peuple américain cette image de sécurité avec l'idée d'un mur. Mais en fait, en réalité, le mur va faire très peu en termes d'assurer la sécurité du pays. Alors justement, le président des États-Unis, Donald Trump, a fait monter encore plus la pression avec le Mexique en conseillant au président Enrique Peña Nieto d'annuler sa visite à Washington, ce qu'il a fait. S'il ne souhaite pas payer pour l'érection du mur à la frontière, on reconnaît le style Trump. Professeur Sofocle, comment voyez-vous l'évolution des relations entre les États-Unis et les pays voisins tels que le Mexique ? Alors, la relation entre les États-Unis et le Mexique n'est pas au beau fixe, puisque cela commence déjà avec une sommation de payer un mur que les Mexicains n'ont jamais demandé, que le peuple mexicain n'a jamais demandé, qu'il n'y a jamais eu d'accord de principe ou autre disant que le Mexique paierait un mur. Ce n'est pas dans leur intérêt, cela ne pose ce n'est pas pratique non plus pour le Mexique. Et donc, vu l'état de l'économie mexicaine, ils ont autre chose à faire de leur budget que de financer un mur qu'ils n'ont jamais demandé. Donc, c'était au départ une demande peut-être très, très hardie pour plaire à un certain électorat, mais ce n'est pas pratique de part et d'autre de la frontière. Alors, parlons maintenant d'une autre prise de position controversée. Le président doit se rendre au Pentagone, où il devrait interrompre le programme d'accueil des réfugiés en provenance de Syrie et suspendre la délivrance de visas aux ressortissants irakiens, syriens, iraniens, libyens, la majorité des musulmans. Le temps pour que les États-Unis de mettre en place des nouvelles procédures de contrôle. René Ley, quel message est-ce que cela envoie-t-il aux musulmans du monde entier et des réfugiés venant de ces pays-là ? Le message qui est envoyé, c'est que l'Amérique, le pays où la valeur humaine est peut-être le plus respectée à travers le monde, se replie sur lui-même, remet en cause un peu la crédibilité morale du pays à l'échelle internationale. L'Amérique, ou le président de l'Amérique est présenté toujours comme le leader du monde libre. Cela envoie le message qu'au fond, l'Amérique s'est un peu normalisée. Quelque part, l'Amérique est redevenue un peu comme l'Europe. C'est en Europe où on avait ce type de problème. Ça fait quoi? Ça fait 30 ans qu'en Europe, il y a une montée de l'extrême droite et des droites extrêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Amérique est en train de se normaliser. L'Amérique s'est un peu européanisée, si on peut dire. Alors justement, cette peur de l'autre, on en a parlé longtemps pendant la campagne de Trump. Est-ce la faute aux anciennes administrations qui ont peut-être négligé certains problèmes comme l'immigration clandestine? Dr Sofocle. Je ne pense pas qu'on peut jeter la pierre aux administrations précédentes. Je pense qu'il faut aussi jeter la pierre peut-être à la désinformation. Il y a eu toute une propagande, une désinformation qui a été donc élaborée par des institutions comme Breitbart, par exemple, qui ont falsifié un certain nombre de données, qui ont toujours mis en avant le spectre d'une immigration une immigration sauvage, si vous voulez, alors qu'en fait, l'immigration venant du Mexique est en décroissance.
Donc il y a un décalage en fait entre la réalité et ce qui a été présenté au peuple américain, ou en tout cas à une certaine partie du peuple américain. Brett Bruen, pensez-vous que les supporters, une semaine s'est écoulée, il a pris plusieurs décisions, plusieurs décrets ont été signés. Pensez-vous que ces supporters, sa base qui a voté pour lui, sont satisfaits? Je crois qu'il y en a peut-être 80% qui sont satisfaits. Mais le problème, c'est qu'il y en a des gens qui ont voté pour Trump en pensant qu'il ne va pas faire les choses qu'il dit, mais j'aime pas vraiment la secrétaire Clinton, alors je vais voter pour Trump et je vais avoir d'espoir qu'il va se corriger en termes de ses politiques avant de prendre le pouvoir. Et justement, c'est... Ils apprécient le fait qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire bouger les choses, voilà. mais pas nécessairement de manière aussi extrême. Et justement, il y a une différence entre la candidature de quelqu'un pour la présidence et les responsabilités d'un président. Et jusqu'à ce moment-ci, on n'a pas vu l'évidence que M. Trump entende cette différence. Alors, je vous propose à présent d'écouter quelques commentaires Facebook de nos téléspectateurs. Nous avons d'abord Grace Binene qui nous dit, dans le discours d'investiture de Trump, une chose m'a attirée. Il a dit « Nous allons embaucher américains, nous allons consommer américains ». Je constate que c'est un président nationaliste, ce qui n'est pas un péché. Mais dès qu'il penchera vers l'extrême nationalisme, il risquera de changer en mal la société américaine. Nous avons aussi Kazo Kazadi de la RDC. Je crois que c'est l'homme qu'il faut aux Américains. Tous ceux qui sont passés avant lui à la Maison-Blanche ont été hypocrites. Il ne sera pas pareil. Il l'a démontré en refusant de recevoir le Minotaure des présidents africains, Sassou Nguesso. Et enfin, Edmond Marazani de Elisabethville en RDC toujours. Contrairement aux autres politiques à travers le monde, Donald Trump est capable de concrétiser ses promesses électorales. Les manifestations auront toujours lieu dans le but de résister au changement, mais ces promesses seront tenues. Promesses tenues ? À votre avis Je ne sais pas, mais on verra bien. On verra bien, mais je constate que beaucoup de vos téléspectateurs en Afrique on a eu sont beaucoup assez positifs. Exactement. Par rapport à... En fait, on a eu du mal à trouver des commentaires négatifs. C'est particulièrement intéressant. On en reparlera tout à l'heure de la relation des États-Unis avec le continent africain. C'est la fin de cette première partie. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum de retour avec vous et avec nos invités. Brett Bruen, président de Global Situation Room à Washington. Avec nous également René Lay, qui est analyste politique. Et par téléphone, nous avons Dr. Marilyn Sofocle, elle est professeure à Howard University. Alors, quand le président Obama s'est appuyé sur les décrets pour imposer ces politiques qui n'avaient aucune chance d'être approuvées au Congrès, les républicains l'ont appelé dictateur. Certains l'ont même traîné en justice. Trump semble mettre en œuvre ces réformes à grande vitesse. René Lake, faut-il s'attendre à des réactions aussi virulentes par rapport aux décisions que Trump a déjà prises ou celles qu'il prendra dans le futur? Oui, écoutez, sur un certain nombre de questions, il n'a pas le soutien de l'unanimité, à l'unanimité en tout cas des républicains. Il est déjà critiqué. Par exemple, il a annoncé il y a quelques jours, hier précisément, que pour
il ferait une enquête, il allait ordonner une enquête pour les fraudes électorales. La plupart des responsables républicains, y compris le Speaker of the House, le principal patron du Parlement qui est républicain, Ryan, a dit qu'il ne pensait pas que cela ait vraiment de sens dans la mesure où il n'y a pas eu de fraude à l'échelle à laquelle il prétend. Donc nous sommes dans un monde un peu difficile parce qu'il y a ce qu'on appelle maintenant le monde aux faits alternatifs, et donc où on dit une chose mais on peut dire exactement son contraire. La réalité, présenter une réalité contraire à la réalité, ce que certains appellent même du mensonge, y compris maintenant dans les grands journaux comme le New York Times ou le Washington Post. Je crois que cette incertitude-là met un peu mal à l'aise un peu tout le monde. Vous avez parlé de républicains, qu'en est-il des démocrates? Bon, les démocrates ont vraiment un travail assez difficile. Ils contrôlent aucune chambre du Congrès et ils ont perdu l'énergie qu'ils avaient pendant la présidence d'Obama en termes d'une vision. Maintenant, les démocrates cherchent quelle est la vision qui va pas seulement unifier leur parti, mais aussi va leur aider à gagner des élections législatives dans 2 ans. Dr Sophocle, avec un Congrès républicain, quelle est la marge de manœuvre de Donald Trump? Il a une très grande marge de manœuvre parce qu'il y a évidemment les 2 chambres. Alors la question qui se pose, c'est la question de 2018. Est-ce qu'il aura cette même majorité en 2018 ou est-ce que ces réformes vont effrayer sa base, certaines personnes du moins dans sa base? Donc pour l'instant, oui, il a toute une grande marge de manœuvre, mais il a aussi quand même plus de 65 millions de personnes, 65 800 000 personnes qui ont voté contre lui et qui continuent à marcher dans les rues, et à s'opposer de façon extrêmement expressive d'ailleurs à son gouvernement. Donc je ne pense pas, il a une marge de manœuvre, certes, il a évidemment les 2 chambres qui lui sont acquises, mais on ne sait, dans 2 ans, tout pourrait changer de façon assez radicale. Alors, Dr Sophocle, vous avez parlé de la marche et on ne peut pas évoquer l'investiture de Donald Trump sans aborder ce qui s'en est suivi, la marche des femmes. Des milliers de femmes à travers le pays et dans plusieurs villes à travers le monde sont descendues dans les rues pour faire part de leur frustration. Je vous propose d'en écouter quelques-unes. This women's march, cette marche des femmes, qui dit bien l'état d'esprit de la majorité des Américains, est le début d'un mouvement de résistance qui durera toute l'administration de Trump. Le Parti républicain veut fermer le planning familial parce qu'il s'oppose à l'avortement. Chaque voix et chaque vote peut faire la différence. Il faut que les gens le comprennent. Je suis absolument convaincue que l'union fait la force. Bien sûr qu'il faut lui donner une chance. Il est notre président. Et du fond du cœur, j'espère que la démocratie va fonctionner avec ses contre-pouvoirs, comme un gouvernement est censé fonctionner. J'espère vraiment qu'il fera tellement du bon boulot que j'aurai envie de l'élire dans 4 ans. Comme je le dis souvent, je ne suis pas anti-Trump. Je suis pour les femmes et pour leur droit de disposer de leur corps. Je ne suis pas anti-Trump, mais je suis pour le droit des femmes. Brett Lewin, votre réaction par rapport à cette grande manifestation? Bon, j'y étais. Alors, à mon avis, il y a une énergie dans ces mouvements. Mais la question plus importante, c'est si ces mouvements vont aller dans la direction de Occupy Wall Street, qui était, il y a 5 ans, un mouvement avec beaucoup d'énergie, mais qui s'est évanoui par la suite. Le mouvement des indignés, comme on disait à l'époque. Mais il y a une autre possibilité, que ces mouvements vont suivre le chemin du parti de thé.
qui a créé pendant la présidence d'Obama une opposition assez forte, même quand le Parti républicain était perdu dans la forêt, sans avoir vraiment les possibilités par lesquelles ils peuvent confronter un président assez populaire. Alors, à mon avis, le mouvement des femmes doivent suivre ce chemin et il y a une bonne possibilité qu'ils vont pouvoir freiner un peu les actions de Trump. Alors, Donald Trump a tweeté pendant cette marche, il s'est interrogé pourquoi ces gens-là qui ont participé à la marche n'ont pas voté. Alors, je suis tentée de vous poser la même question, René. Oh, je ne suis pas sûr. Je me souviens que Michael Moore, on lui a posé la question, il disait, je partage cet avis, que les gens qui étaient à cette manifestation ont voté pour l'essentiel. Il y a eu quand même 2 millions à travers les États-Unis, 3 fois plus de gens mobilisés le lendemain donc pour cette marche qu'au moment de l'investiture de Donald Trump. Et pour quelqu'un qui est très sensible à ces questions, aux apparences, un populiste comme Donald Trump, c'est une question qui l'embête un peu. C'est ce qui explique qu'il revient souvent sur la question du nombre de personnes qui étaient présentes à son investiture. Et en particulier en la comparant à celle avec George Bush ou avec celle avec Obama en particulier. Donc je crois qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un mouvement spontané qui, dans les semaines, dans les mois qui viennent, change la donne politique. Mais je suis plutôt d'accord avec Brett. Je crois que sur le long terme, on va peut-être assister à un phénomène un peu comme il y avait avec le Tea Party à l'époque d'Obama, qui pourrait un peu repositionner le mouvement progressiste aux États-Unis. Alors, une chose est sûre, le pays semble divisé entre les pro-Trump et les anti-Trump. Comment Trump va-t-il arriver à réconcilier les Américains? Dr. Suffolk. Alors, j'étais à la marche également et je dois vous dire que quand on sortait de cette marche, on avait l'impression qu'il s'agissait d'un mouvement qui va vraiment durer, qui va perdurer. Et d'ailleurs, on le scandait d'ailleurs durant cette marche qu'il s'agit simplement du début. Réconciliation, il ne faut pas aller trop vite en besogne. On ne peut pas réconcilier deux choses qui sont vraiment irréconciliables. On ne peut pas réconcilier, par exemple, les insultes proférées contre les femmes et brusquement leur dire « nous sommes de votre côté ». Donc, il y a des choses qui ne sont pas réconciliables. Donc, il aurait fallu d'abord, pour qu'il y ait réconciliation, que le gouvernement Trump fasse son mea culpa. Or, il ne semble pas que ce serait une démarche qu'il s'apprêterait à faire. Donc, alors, on serait tenté de dire aussi les anti-Trump ne devraient-ils pas accepter les résultats des élections et lui donner une chance de prouver sa valeur? Oui, beaucoup de personnes qui sont, je ne dirais pas anti-Trump, et qui ont voté pour Hillary Clinton, pensent qu'il faut donner à chaque président sa chance. Toutefois, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas réconciliables. Par exemple, pour donner un exemple, quand on voit la formation de l'administration Trump, il s'agit en grande majorité d'hommes blancs, donc, alors que l'Amérique, c'est un pays, les États-Unis sont très diverses. Il y a très peu de femmes. Les femmes sont reléguées à des portefeuilles pas très importants. Moins important. Je suis désolée, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous tous, merci à nos invités. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée là où vous êtes. Merci. All right.